et bienvenue à cette nouvelle édition du séminaire Refine. Donc, vous le savez, aujourd'hui, notre séance est consacrée aux sources de données en immobilier commercial. Quelles sont ces sources de données? Comment est-ce qu'on peut les exploiter? Quels en sont les usages possibles? Voilà quelques-uns des objectifs de la séance d'aujourd'hui. Donc, pour aborder ces questions, nous avons la chance d'avoir 3 intervenants, 4 exactement, d'institutions différentes, de manière à nous permettre de prendre en considération toute la complémentarité qu'il peut y avoir dans les usages de ces données particulières, et pouvoir saisir également toute leur diversité pour cette matinée. Donc, nous aurons la chance d'écouter Jérôme Coffinet et Étienne de l'Étoile de la Banque de France. Ensuite, nous écouterons Antoine Auchard de la société Snapkey. Et puis, nous terminerons par la présentation de Paul Andriot de l'Université Paris-Dauphine et de la société RQR. Voilà un peu le programme d'aujourd'hui. Béatrice, peut-être un mot avant de lancer nos intervenants? Ouais, bonjour à tous et bonjour à tous. Comme Kevin l'a rappelé, peut-être au-delà de la thématique aujourd'hui qui va être présentée pour ce lancement. Donc, vous l'aurez compris, le réseau est animé par Kevin pour la partie académique et j'ai le plaisir de l'accompagner pour la partie des professionnels. Et bien entendu, Carole, comme certains d'entre vous le savent, nous accompagne au quotidien. Je rappelle juste que ce réseau doit, par ce genre de travaux thématiques, ce genre de contributions, comme on va les présenter aujourd'hui, les publications scientifiques, les conférences, doit nourrir à la fois les professionnels de l'immobilier, la gestion d'actifs, les pouvoirs publics, et ils doivent aussi nous apporter des outils, des résultats indépendants sur le comportement, là comme on va le voir, et sur le rôle de ces nouveaux outils, à la fois pour l'intérêt général et pour la finance en particulier. Je vais juste rappeler que l'avis du réseau est consultable sur le réseau Refine hébergé par le site de l'Institut Louis Bachelier et vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Merci Béatrice. On a été coupé ou j'ai l'impression qu'on a une petite coupure. Béatrice? Ouais, ça a coupé, c'est pas grave. Donc vous y trouverez la newsletter et toutes les informations, j'allais dire nécessaires pour vous, des publications scientifiques, des interviews et aussi une base de données. Voilà, je vais pas être très longue et puis je remercie encore une fois les 4 présents aujourd'hui pour l'apport de ce nouveau type de données à l'immobilier commercial et bien entendu Kevin et Carole pour avoir organisé cette matinée. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc globalement, nous avons des présentations qui vont durer une vingtaine de minutes et après vous aurez la possibilité de poser des questions et d'interagir avec les intervenants. Je vous propose d'écouter tout de suite, si vous en êtes d'accord, Jérôme Coffinet de la Banque de France et Étienne de l'Étoile. Jérôme, tu as la parole. Merci beaucoup et merci de me donner l'opportunité de présenter les travaux qui sont menés à la Banque de France et à la CPR sur la question de l'immobilier commercial. Donc effectivement, je suis Jérôme Coffinet, je suis responsable du service d'études statistiques à la CPR. J'ai changé de poste récemment. J'étais auparavant dans le même service qu'Étienne de l'Étoile qui prendra la suite de la présentation pour développer sur la question des données DV3F en particulier. Évidemment, on s'exprime ici à titre de chercheur et pas nécessairement au titre de nos institutions. Étienne, si tu peux changer la diapo, s'il te plaît. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que la Banque de France s'intéresse à la question de l'immobilier commercial? 2 observations. Le rôle essentiel, mais je pense que j'apprendrai rien à personne ici, de l'immobilier et de l'immobilier commercial en particulier sur les cycles d'activité et la stabilité financière. C'est rappelé très régulièrement dans les évaluations du risque sur le système financier. Donc, c'est une évaluation qui est faite à une fréquence semestrielle par la Banque de France. Je vous ai indiqué le lien vers la publication la plus récente. La difficulté, en particulier sur l'immobilier commercial, à
obtenir une information qui soit à la fois à jour et la plus pertinente possible. Ça a été rappelé notamment suite à la crise des subprimes, dans le cadre des travaux qui s'appelaient les travaux des data gaps, donc l'identification des lacunes en matière de données, coordonnés par le FSB, donc le Conseil de stabilité financière au niveau mondial, et le FMI, qui a édicté un certain nombre de recommandations, et notamment la recommandation 18, qui vise spécifiquement la question de l'immobilier commercial et du besoin de mieux identifier les sources de données et les opportunités pour assurer un meilleur suivi de ce marché. Donc on sait très bien qu'à travers les questions de solvabilité, de collatéral et des canaux liés au shadow banking, l'immobilier commercial peut jouer un rôle extrêmement important. Et donc la difficulté qui se pose aujourd'hui, c'est de créer, d'identifier, comme l'ont fait un grand nombre de pays, un indice des prix de l'immobilier commercial. Diapo suivante, Étienne, s'il te plaît. Donc sur cette présentation, je vous ferai une revue, ça ce sera ma partie très rapide des sources de données qui sont utilisées à la Banque de France et à la CPR sur l'immobilier commercial, et ensuite on rentrera complètement dans le vif du sujet avec l'intervention d'Étienne sur les données DV3F. Ce que je rappellerai dans un premier temps, diapo suivante s'il te plaît Étienne, c'est pourquoi finalement on en est arrivé à la Banque de France et à la CPR à investiguer le rôle des données DV3F. Donc l'autorité de contrôle prudentiel, dans un premier temps, joue un rôle important dans le suivi des investissements des assurances et accès à un certain nombre d'informations sur les investissements qui sont réalisés, à la fois du côté bancaire et du côté assurantiel, naturellement. La CPR mène une enquête semestrielle, donc qui est différente du rapport dont je vous parlais à l'instant, auprès des professionnels de l'immobilier, pour obtenir un certain nombre d'informations sur les nouveaux crédits accordés par les banques, les expositions et des mesures du risque. Alors évidemment, l'enquête porte sur les professionnels de l'immobilier et ne correspond pas exactement au périmètre qui est habituellement utilisé pour mesurer les questions d'immobilier commercial. Donc ça, c'est une première limite, mais je pense que c'est quelque chose de relativement général sur les questions de l'immobilier commercial. Et une deuxième limite, c'est que l'enquête n'identifie pas les crédits accordés par les banques étrangères aux investisseurs français. Évidemment, il s'agit ici d'une enquête réalisée auprès des banques françaises. Diapo suivante. Alors, je vous ai représenté ici un certain nombre d'informations que vous pouvez trouver dans ces rapports. Vous avez le lien vers le dernier rapport. Alors, les graphiques en anglais ne sont pas à jour, puisque pour une raison que j'ignore, le rapport n'est plus traduit depuis 2018 en anglais, mais vous avez des informations en français sur le lien que je vous indique. Donc, on peut avoir des informations, par exemple, sur les financements globaux, l'évolution globale des professionnels de l'immobilier, une ventilation par type d'actifs avec la décomposition qu'on connaît relativement bien entre le commercial résidentiel, les bureaux, les actifs variés et les autres actifs, typiquement entrepôts et autres. On peut aussi avoir une décomposition par géographie, donc avoir les investissements des banques françaises en France, dans le reste de l'Europe, dans le reste du monde. Donc ça permet d'avoir un premier suivi des expositions des banques françaises sur les professionnels de l'immobilier. Donc c'est ce qui est suivi au niveau de la CPR. Diapo suivante. On peut avoir aussi un certain nombre d'informations complémentaires, à la fois des données privées, donc typiquement MSCI qui contribue qui participe au réseau Refine, d'autres sources de données, typiquement CBRE, on a aussi des informations à partir d'Imostat, à partir des rapports qui sont notamment publiés. Sur la question de la mesure du prix, c'est pas forcément des mesures liées aux transactions. On a par exemple pour MSCI des données qui sont un mix de données de transactions et de valorisation, donc de jugement d'experts.
Ces données privées nous offrent un historique relativement intéressant, relativement profond, permettant de faire des travaux économétriques, par exemple. Mais la couverture est limitée, au sens où il s'agit essentiellement d'échantillons qui peuvent conduire éventuellement à des biais de sélection. Donc ça, c'est une observation générale. Une deuxième source de données qui peut être utilisée, ce sont les données des notaires, qui offrent elles aussi un historique assez profond, puisqu'on peut, donc ce sont les bases biens et Perval, hein, pour rentrer dans le détail, qui donnent un accès à des données historiques à partir de 1998. On a un grand nombre d'attributs par transaction, donc ce qui permet d'avoir un grand nombre de variables explicatives à l'évolution des prix. Ça, c'est extrêmement intéressant. Mais il s'agit là encore d'un échantillon. Sur la nature de l'acheteur ou du vendeur, on n'a pas forcément toute l'information, en tout cas pas d'identification directe de sa nature. Et on a un coût d'accès qui est relativement élevé et qui limite d'une certaine façon le recours à ces données. Alors, c'est pas forcément une vision exhaustive, hein, c'est une sélection des pistes que nous avions investiguées à la Banque de France et à la CPR, des données ouvertes fiscales. Donc, c'est le cœur de la présentation qui va suivre, avec l'exploitation des données DVF et DV3F, dont Étienne va vous expliquer le détail, avec une couverture exhaustive de l'ensemble des transactions. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. En dépit d'un nombre d'attributs, donc de caractéristiques des transactions qui est un petit peu plus limité que les bases notariales. Pas de distinction directe entre les bureaux, le commerce, les biens logistiques. Donc ça, il y a un travail d'investigation qui est extrêmement important, et l'historique est relativement récent, puisque ces données sont disponibles depuis 2014 seulement. Donc ça ne permet pas d'avoir des travaux économétriques ou de modélisation permettant d'aller très très loin à ce stade. Voilà, diapo suivante. Je pense que c'est maintenant la présentation d'Étienne, et je te cède la parole. Étienne, on ne t'entend pas. Étienne, ton micro. Je attends d'activer ton... C'est bon? Ah bon, parfait. Il faut que tu repasses en plein Ouais. écran et on sera tout bon. Je repasse en plein écran. Alors, comment... On dirait Guy. Voilà. Voilà. Excusez-moi pour le fait de présenter. Donc, je disais merci beaucoup, Jérôme, pour ces informations qui permettent de très bien introduire les données DV3F avec lesquelles je travaille. Donc, moi, je suis en thèse à la Banque de France, et ma mission est de construire un indice expérimental des prix pour l'immobilier commercial. Donc, forcément, c'est poser la question des sources de données à utiliser. Et fort heureusement, donc avec tout ce qu'on a vu avant, il y avait plusieurs possibilités, mais il y avait un peu des manques. Et fort heureusement, j'ai eu la chance de trouver les données DV3F pile au bon moment, disons, qui viennent d'être ouvertes aux chercheurs et aux institutions publiques depuis janvier 2020. Donc, les données DV3F, c'est DVF, donc les données de transactions, donc des données de flux, et les FF, les fichiers fonciers, qui sont des données de stock qui possèdent beaucoup plus d'informations sur les biens. Donc, je vais vous rentrer plus en détail. Et donc, elles permettent de faire une très bonne segmentation, des segmentations assez variées du marché. Et elles sont fournies par le CEREMA, qui est un centre de recherche et d'études foncières publiques. Donc, on commence par la partie DVF, disons, qui donc sont les données de transaction, les données donc exhaustives et très granulaires, donc, et géolocalisées, enfin, on en parlera par la suite.
Et donc, là, on a la chance d'avoir eu la dernière version de TV3F qui vient d'arriver. Donc, on a un premier aperçu de ce qui s'est passé en 2020, parce qu'il faut savoir que les données TV3F, on les obtient tous les 6 mois. Elles sont rafraîchies tous les 6 mois avec un délai de 6 mois. Donc, ça fait à peu près un an pour avoir toutes les données de l'année écoulée. Donc là, j'ai, disons, la première moitié de l'année 2020. Donc, je vous ai mis à côté pour avoir une idée du nombre de transactions qui est quand même assez intéressant. Voilà, donc ça, c'est les données DVF qui permettent pas vraiment de distinguer, qui permettent de distinguer juste les locaux d'activité, les appartements, les maisons. Mais ça nous donne quand même un petit indice. Et ensuite, je vous ai mis juste pour l'observation les données de transaction pour 2020 et on voit déjà, donc tout n'est pas encore arrivé dans les bases, mais on voit quand même une forte baisse pour mars et avril 2020 et avant de remonter à partir de mai, donc ce qui correspond bien avec le confinement et la crise sanitaire. Donc c'est un premier indice de ce qui a pu se passer parce que toutes les données ne sont pas encore reçues et intégrées dans mon indice. La partie fichier foncier, donc c'est des données, des données foncières vraiment sur les biens. Donc elles permettent de beaucoup mieux caractériser, d'avoir beaucoup plus d'informations pour caractériser le bien, notamment, donc c'est ce qui nous intéressait, le type de local. Donc là, par exemple, là je vous ai montré pour le bureau, le commerce et les entrepôts. Donc là, je vous ai mis le nombre de transactions, juste pour montrer la richesse. Et aussi, à côté, même si c'est moins parlant, les données des V3F permettent d'identifier les acheteurs et les vendeurs, et donc les types d'acteurs qui interviennent sur les marchés. Et donc, on a toute une information sur les propriétaires. Donc, on a d'un côté les usages, d'un côté les informations sur les usages, de l'autre côté les informations sur les propriétaires. Donc, ça permet quand même de très bien caractériser les marchés d'immobilier commercial en fonction un peu des définitions qu'on veut leur donner. Donc, voilà pour les fichiers fiscaux. Pour résumer un peu rapidement sur les avantages et les désavantages de DV3F que j'ai pu rencontrer donc, avec mon travail de construction d'indices, que je vais vous exposer un peu plus après. Donc voilà, dans les avantages, il y a l'exhaustivité, la granularité, le fait qu'elle soit géolocalisée, donc on peut faire un travail sur les distances, aux gares par exemple, aux infrastructures de transport. Le site du CEREMA est très bien fait, l'information est très détaillée, donc la prise en main est assez facile malgré un peu la taille assez volumineuse et la complexité des données, parce qu'on a très stable, c'est des données en forme SQL relationnelle, avec très stable et pas mal de colonnes pour chaque table. Ensuite, pour un peu les limites, c'est ouvert aux chercheurs, mais ça peut prendre pas mal de temps. J'ai connu l'expérience un certain délai avant d'obtenir les données. Il n'y a pas d'informations sur la vacance, ce qui serait quand même vraiment intéressant pour voir pour voir les évolutions du marché, pour mieux les connaître. Et donc le temps de rafraîchissement dont je vous avais parlé, qui est de 6 mois, mais en réalité d'1 an pour avoir l'entièreté des données. Voilà. Donc voilà pour la présentation de DV3F. Et maintenant, pour rentrer un peu plus vraiment dans le vif du sujet, je vais essayer un peu de vous présenter mon travail de construction d'indices expérimental des prix de l'immobilier qui utilise DV3F et qui utilise notamment ces très nombreuses variables. Donc, ça, c'est dans mes données explicatives. Enfin, la donnée expliquée, c'est le prix de transaction.
sachant qu'on a des informations sur les prix au niveau de la transaction et pas au niveau du bien. Donc, il faut imputer un bien. Il faut imputer un prix au bien à partir du prix de transaction quand il y a plusieurs locaux qui sont compris dans la même transaction. Mais souvent, c'est dans la même ville et souvent, c'est assez proche. Donc, on peut considérer, enfin, les gens du CEREMA étaient assez d'accord qu'on peut considérer que le prix au mètre carré est le même dans l'ensemble de la transaction. Donc, ça permet d'imputer un prix. La surface, donc dans les variables explicatives, on a forcément la surface, on a la hauteur de l'immeuble, l'étage, la période de construction, le type et même le type d'actif et même le sous-type, c'est-à-dire qu'on peut avoir des informations plus caractérisées sur l'état du bureau, s'il est récemment aménagé ou pas, si au niveau du commerce, si c'est des centres commerciaux ou plutôt du commerce de rue, enfin de pieds d'immeuble. Et on a la localisation. Donc en tout, on a à peu près 70 variables. Et donc c'était assez pour créer un indice, j'espère, un indice hédonique robuste. Donc pour l'indice hédonique, il y a 4 grandes étapes qui supposent pas mal de choix pratiques. Donc l'idée, c'est d'abord de créer des zones, de stratifier les données pour qu'on ait des zones avec des prix, des évolutions de prix qui soient homogènes, qui permettent de prendre en compte l'hétérogénéité des prix selon la localisation. Ensuite, une fois qu'on a stratifié dans chaque strate, l'idée, ça va être de créer un modèle hédonique spécifique donc pour chaque strate et pour chaque type d'actif. Donc là, l'idée, c'est d'avoir les bureaux, les commerces et les entrepôts. Et donc d'estimer le coefficient, les coefficients des attributs. Donc dans l'indice hédonique, l'idée, c'est de séparer les évolutions de prix et de qualité, et donc d'attribuer à chaque attribut du bien un certain prix qui va être stable au cours de la période qui est étudiée. Donc voilà, l'idée, c'est de faire ce modèle-là pour chaque période. Et ensuite, de créer un indice pour chaque zone. Donc, il y a plusieurs possibilités, l'indice de la perle, l'indice de Pache. Et ensuite, donc, tous ces indices qu'on a pour chaque zone, les agréger et les chaîner. Donc ça, c'est pour la méthodologie. Je pourrais revenir plus en détail, si vous voulez, sur la stratification. Par exemple, il y a des méthodes manuelles ou des méthodes automatisées. Pour la modélisation, on peut prendre un choix modèle pooled ou un modèle chained. Donc, il y a différentes possibilités, mais là, je dois aller un peu vite. Mais je peux répondre à vos questions ensuite. Donc ça, c'est la spécification avec laquelle on se retrouve à la fin. Donc, on a les attributs ici. Donc les variables explicatives et le terme d'erreur. Et donc, ça nous fait un indice de la paire chaînée que je peux vous présenter là rapidement. Donc, c'est un indice expérimental donc, qui n'est pas encore complètement validé par la Banque de France et que je compare à l'indice MSCI qui, lui, donc là, c'est un indice pour la France. Mon indice, c'est pour l'Île-de-France. Il doit être encore étendu à l'échelle nationale. Et l'indice MSCI auquel je compare, c'est pour la France. Donc on voit que c'est assez proche, ça diverge un peu. Mais bon, il faut rappeler que MSCI et mes données, les données des MSCI diffèrent pas mal. Elles utilisent des données aussi de valorisation. Moi, j'ai que des données de transaction. L'échantillon n'est pas le même. Et la méthode n'est pas la même non plus, mais bon, c'est rassurant de voir qu'il y a une évolution assez similaire. Pour vous donner un petit aperçu de ce qui va arriver ensuite, l'idée c'est de faire une série de tests de robustesse pour être sûr que l'indice est robuste et utilisable. Ensuite, étendre à la France et rafraîchir avec les nouvelles données de 2020. De créer des indices avec une fréquence plus haute, ce qui suppose peut-être d'avoir d'avoir une stratification plus basse.
enfin moins granulaire, pardon. L'idée, c'est d'introduire, donc essayer de fermer l'écart avec les données, avec le temps de délai de données en faisant un peu de nowcasting, en essayant de prédire un peu en temps réel l'évolution des marchés. Et enfin, c'est de construire un indice des loyers hédoniques. Voilà. Merci pour votre attention et c'est terminé. Merci Étienne pour ta présentation très claire. En plus, tu as parfaitement respecté le délai. Merci beaucoup. La parole est à la salle. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Vous avez la possibilité de poser des questions. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Ibsen Chotia de JLL. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. J'avais une question concernant l'explication des prix et du coup la possibilité de prédire l'évolution des prix. Il me semble du coup que l'intérêt, si j'ai bien compris la présentation, hein, que l'intérêt de la Banque de France dans cet exercice est de pouvoir avoir une base de comparaison plus fiable compte tenu des montants investis, en tout cas des montants prêtés par les banques aux professionnels du secteur, en tout cas aux investisseurs. Une des variables qui, à mon avis, constitue la base la plus solide dans cette analyse, je ne l'ai pas vue, et c'est le taux d'occupation des immeubles. Le taux d'occupation, ou en tout cas les baux, donc l'estimation de la solidité des baux, de la durée des baux et des loyers qui sont pratiqués, puisque un actif peut être adossé à un crédit pour plusieurs dizaines d'années, et en contrepartie, il peut y avoir une centaine de baux sur un immeuble avec des dates d'échéance plus ou moins longues. La crise du Covid est là pour nous rappeler également que finalement, les baux sont assez souples et vont le devenir de plus en plus. Du coup, comment prédire une évolution des prix dans un environnement que nous connaissons aujourd'hui, sans tenir compte de finalement des baux qui sont la vraie valeur derrière l'investissement? Alors, je précise que l'idée, c'est pas de prédire l'évolution des prix, c'est de créer un indice des prix actuels. Et quand je parle de prédire l'évolution des prix, c'est faire du nowcasting, c'est-à-dire de connaître en temps réel. Comme on a un délai de 6 mois pour avoir les données, c'est d'essayer, en utilisant des données de plus haute fréquence et en temps réel, de saisir l'évolution en temps réel. Donc l'idée, c'est pas de prédire en tout cas là, c'est pas du tout le propos. Ensuite, effectivement, je pense que c'est une donnée très intéressante dont on dispose malheureusement pas du tout, parce qu'on est là, c'est des données. Étienne, si tu me permets, je vais compléter sur cet aspect-là. Excuse-moi. Donc effectivement, il y a deux, pour clarifier peut-être le propos, il y a deux projets en fait, d'une certaine façon. Il y a la construction de l'indice des prix de l'immobilier commercial, qui est le travail sur lequel la thèse d'Étienne porte en grande partie. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir construire un indice des prix de l'immobilier commercial avec une décomposition par sous-secteur, typiquement bureaux, entrepôts, etc., en fonction des identifications qui seront permises. Ensuite, derrière, notre souhait, c'est aussi effectivement d'avoir un diagnostic sur notamment la question de la surévaluation des prix de l'immobilier commercial. Alors jusqu'à maintenant, on avait travaillé sur cette question essentiellement à partir des données des sources privées. Donc on avait pu accéder à une série MSCI notamment, qui nous a été très utile parce qu'elle a permis de mener un certain nombre de travaux. Et effectivement, on a développé un modèle dont je pourrais éventuellement parler dans une autre session, ou éventuellement indiquer un lien un petit peu plus tard à Kevin, qui a été publié, qui vise à identifier quels sont les déterminants des prix des bureaux. Donc c'est sur le compartiment des bureaux, pas sur l'immobilier commercial au sens large, et d'évaluer l'évolution des prix des bureaux par rapport à celle de leurs fondamentaux. Dans le but d'avoir un prix, je dirais,
correspondant à l'évolution des fondamentaux et un prix observé. Et regarder l'écart et de se demander si finalement on a un risque de bulle, puisque c'est une approche très empirique, hein, mais on essaye de mesurer ce risque de bulle ou de surévaluation en comparant le prix tel qu'il serait issu des fondamentaux et le prix observé. Et effectivement, dans ce modèle-là, mais c'est vraiment complètement différent, hein, du travail qui est mené par Étienne, qui lui porte sur la première phase, d'une certaine façon, qui est la compilation de l'indice des prix. Et dans cette phase davantage d'analyse d'études, on tient effectivement compte du taux de vacances, donc qui se rapproche de la notion que vous abordez, sur une dimension historique. Et effectivement, on voit que le taux de vacances sur le secteur des bureaux est un déterminant important des prix, et c'est une variable qui apparaît de manière significative et dont on tient compte en fait dans notre modélisation pour prédire d'une certaine façon l'évolution des prix des bureaux et mesurer l'écart entre les prix observés et les prix tels qu'ils seraient issus des fondamentaux et des déterminants de ce prix des bureaux. Voilà, j'espère que je réponds à votre question. Et effectivement, je pense que c'est important d'expliquer qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension construction de l'indice, qui effectivement sera la matière de départ, brute. Et puis deuxièmement, tous les travaux analytiques qui sont menés derrière, qui ont été menés jusqu'à maintenant à travers ces sources privées dont je parlais dans la présentation introductive, mais qui ont vocation à être menés ensuite à partir de l'indice des prix qui sera compilé par Étienne. C'est très clair, merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, vous travaillez donc en parallèle sur un deuxième, vous avez d'autres travaux et peut-être un deuxième indice qui mesurerait le risque de bulle, ce qui serait très intéressant par ailleurs, c'est ça? Alors, c'est pas un indice, hein, c'est un travail qui a été mené en fait les années précédentes sur la base de l'indice des prix MSCI, et qui effectivement mesure l'écart entre les prix observés et les prix tels qu'ils seraient issus de l'évolution des fondamentaux. Bon, le papier est publié, hein, donc je pourrais aussi indiquer le lien et puis proposer à Kevin de le mettre sur la page du réseau Refine. Hein. Je pense que ça peut effectivement intéresser pas mal de monde. Donc, effectivement, l'idée derrière, c'est de pouvoir aussi non pas utiliser uniquement l'indice des prix de MSCI, mais pouvoir faire cette étude à partir de l'indice des prix pré-compilé par Étienne dans le cadre de ses travaux. Parfait, merci beaucoup. On va effectivement remettre en avant cette contribution, Jérôme, de ton équipe et mettre tout ça sur le site de Refine de manière à ce que nos membres puissent y avoir accès. Donc, ça puisse créer également, susciter l'intérêt. Nous avons une question de Jean-Charles. Oui. Jean-Charles Oui. Briton, vas-y. Oui, bonjour Kevin, bonjour à tous. Merci pour la présentation qui effectivement a été intéressante. Alors c'est la Banque de France qui perd la Banque de France, mais c'est pas un commentaire, hein, c'est une question spontanée. En l'occurrence, je me posais juste la question par rapport à la définition des zones que vous avez qualifiées d'homogènes là pour les prix. Comment est-ce que vous faites? Vous définissez a priori en disant ça doit être au niveau du département ou de la commune, ou est-ce que vous avez plutôt laissé parler les statistiques et regardé, je sais pas, avec du clustering ou autre, quelles étaient justement les zones un petit peu homogènes en termes de comportement de prix? Je suis très content que vous posiez la question parce que je n'avais pas le temps de l'aborder, mais effectivement, donc il y avait plusieurs possibilités, plusieurs méthodes possibles. Donc, une méthode effectivement manuelle à partir des départements, ou alors pour l'Île-de-France, d'utiliser les zones Nimostat et tout ça. Donc, ça a été fait. Et après, pour aller plus loin, il y avait différentes méthodes de clustering qui permettaient de créer des zones homogènes. J'ai essayé les K-means et tout ça, mais j'ai choisi surtout un algorithme qui s'appelle le MaxP Problem, MaxP Region Problem, qui est un algorithme qui va maximiser la dissimilarité interstrat, sans fixer le nombre de strates a priori, et la dissimilarité entre des variables socio-économiques. Je crois que j'ai pris une vingtaine de variables comme le revenu, la part d'actifs dans la population, plein de variables différentes.
Et c'est sous contrainte de contiguïté territoriale. Du coup, par exemple, pour l'Île-de-France, j'avais une quinzaine de zones, mais qui ont été générées automatiquement à partir de ces données. Voilà. Donc, c'est un max pay region problème. D'accord. Ok, intéressant. Merci bien. Merci Jean-Charles. Merci Étienne pour ta réponse rapide. On a encore 3 questions, donc on va essayer d'être un peu, vraiment rapide pour respecter le temps de passage de chacun. Julien, ensuite Camille, et puis ensuite nous avons une question également de Jérôme Lacombe. Donc peut-être Julien, après je donne la parole à Camille également. Vas-y Julien. Julien Moffret, de l'ASPIN, l'Association française Société de Placement. J'ai une petite question rapide pour Jérôme et après 2 autres questions pour Étienne. La première, c'est juste par rapport à l'étude, l'analyse par rapport effectivement aux données MSCI historiques. Est-ce qu'il s'agit bien du papier qui comparait les prix moyens sur une moyenne de 10 ans et puis également l'écart des prix par rapport à l'évolution des taux d'intérêt ou pas? Ça, c'est la première question. Et après, j'ai 2 autres questions pour Étienne qui sont plus de savoir si vous savez les professionnels de l'immobilier dont certains sont assistent, notamment qui sont adossés à des sociétés de transactions, utilisent dans le cadre d'un GIE en fait des données mutualisées qui donnent des indications sur l'évolution des prix. GIE Immostat. Je ne sais plus si vous l'avez mentionné, mais est-ce que c'est quelque chose que vous regardez pour voir s'il y a effectivement une corrélation entre l'indice des prix immobiliers d'entreprise et un peu les données qui reviennent des transactions également, des brokers, parce que là, c'est pas sur des données comme MSCI d'évaluation, mais c'est vraiment sur des données de transactions. Et la dernière question, c'est sur votre échantillon, parce que nous, au niveau du marché français, on voit bien des grandes différences régionales et un marché notamment qui est très parisien en termes de volume. Est-ce que vous avez regardé un peu l'allocation en fait en termes géographiques de votre panel, savoir s'il y a vraiment, par exemple, une surreprésentation de l'Île-de-France ou pas dans cette échantillon-là? 3 réponses rapides, s'il vous plaît, Jérôme et Étienne. Étienne, je te laisse commencer, parce que je cherche la référence au papier. Ça permettra de répondre précisément. J'allais te dire la même chose, parce que j'allais... Ah ok. Bon, j'allais alors, je réponds à ce moment-là. Sur le papier, il y a 2 choses. Il y a un premier travail qui a été fait, qui est une approche purement empirique, je dirais, avec une comparaison de grande moyenne sur 10 ans. Donc ça a été publié dans le ERS il y a quelques temps, quelques semestres. Et ensuite, il y a le travail dont je parle, qui est un travail davantage de modélisation, qui identifiait donc ces fondamentaux. Donc il y avait effectivement les taux d'intérêt, il y avait le taux de croissance ou éventuellement l'évolution de l'emploi. Il y avait aussi des mesures du loyer sur les bureaux, et puis le taux de vacances de mémoire, et il devait y avoir oui c'est ça, enfin en somme le taux de vacances. Mais le plus simple, c'est probablement que on fera le lien à Kevin, comme ça vous aurez vraiment toute l'information, et évidemment on sera ouvert à avoir des retours sur le papier, parce que c'est un travail qui continue, donc on est très intéressé par avoir votre retour. Voilà. On va s'organiser pour effectivement faire le go-between entre vous deux, et peut-être organiser effectivement une publication sur le site pour rafraîchir un peu les éléments de résultat sur cette contribution. Étienne, 30 secondes pour les réponses. 30 secondes. Donc, pour la première question, je serais très intéressé d'avoir ces données-là que je n'ai pas, pour justement comparer avec d'autres données transactionnelles, sachant que l'échantillon, j'imagine, est quand même différent. Mais je ne sais pas comment, je chercherai à... Immostat, dans le cadre de Refine, on va pouvoir t'envoyer ça. Ok, on en discutera tout à l'heure, super. Et pour l'autre question, je vais vous répondre en 5 minutes, parce que je sais que l'Île-de-France, l'Île-de-France joue un poids très important, mais je voulais avoir des données très précises. Donc je vais regarder dans mes codes et je vous répondrai tout à l'heure. Ça vous va.
Parfait, c'est une bonne idée. De toute façon, je vous mettrai en relation par la suite. C'est aussi ça, Refine, pour que vous puissiez développer vos échanges. On n'a pas de café, de pause café entre les interventions, mais en général, ça sert à ça. Mais je vais vous mettre en relation et ça va vous permettre de continuer à échanger rapidement. J'aimerais laisser la parole à Camille, qui a levé la main depuis un moment. Camille, est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour, je vous entends. Bonjour. Alors moi, j'avais une petite question. Donc Camille Régnier, maître de conférence à l'Université Paris-Est Créteil. J'avais une petite question en fait concernant, est-ce que vous avez aussi peut-être pensé à la possibilité dans l'indice de prix, du coup pour expliquer les prix de l'immobilier commercial, de prendre en compte les interactions qu'il pourrait y avoir avec l'immobilier résidentiel? Alors je sais pas, j'imagine que du coup avec ces histoires de zones homogènes, ça répond peut-être un peu à la question, mais avoir peut-être des choses un peu plus précises. Par exemple, à la fois aussi le taux de vacances, mais résidentiel, pour voir s'il y aurait des effets sur les prix de l'immobilier commercial, ou je ne sais pas, des données de flux, de passants, ou des choses comme ça qui peuvent peut-être, auxquelles on peut peut-être accéder maintenant, même si c'est peut-être pas très simple. Mais voilà, en gros, c'était cette question-là autour des interactions qu'il peut y avoir entre les prix de l'immobilier commercial et les prix de l'immobilier résidentiel qui peuvent en partie se répondre, quoi. Étienne, je te laisse faire de la pub pour les chapitres suivants de ta thèse. Oui, c'est ce que j'ai dit. 10 secondes pour la pub, Étienne. Non, ça tombe très bien parce que c'est effectivement ma thèse, c'est à la fois en économie urbaine et en économie financière, donc toutes les questions d'interaction avec les autres formes d'immobilier, ça m'intéresse beaucoup. Et justement, le deuxième chapitre de ma thèse, normalement, portera sur les interactions entre prix de l'immobilier résidentiel et prix de l'immobilier commercial. Donc, ça tombe très bien. Et pour les questions d'autres types par exemple, les données de fréquentation, l'idée que j'avais, c'était, je pense intégrer peut-être dans d'autres formes d'indices plus tard, par exemple, la fréquentation des rues. Je sais que la PUR, l'atelier parisien d'urbanisme, produit ce genre de données sur la fréquentation des rues commerciales. Donc, peut-être segmenter l'indice pour le retail en fonction de ces catégories de fréquentation des rues, par exemple. Voilà. Merci. D'accord, merci. Bon, du coup, j'ai hâte de lire les prochains chapitres parce que c'est des choses qui m'intéressent bien aussi. Donc, voilà. Ce sera avec Jérôme, voilà, en cours de... Camille, on t'invitera à la prochaine Non, édition. beaucoup plus. Dans 6 mois, tu seras invité à la prochaine édition pour en parler. Ouais. Monsieur Lacombe, je vous laisse poser votre question. Oui, bonjour, très rapidement. Jérôme Lacombe, CBRE Global Investors. Je m'interrogeais en fait sur le tableau que vous avez présenté sur le nombre de transactions et le type de local, et qui me semble refléter plus, on va dire, enfin le marché total, ce inclut les transactions effectivement de vente d'appartements, de maisons et autres. Et donc la question est comment on peut, à partir de cet échantillon très large, tirer des conclusions ou travailler sur l'immobilier commercial qui n'a pas forcément la même dynamique. Et je pense notamment aux locaux d'activité ou de logistique qui connaissent une évolution dans le nombre de transactions qui n'a rien à voir avec ce que présente le graphe, puisqu'on est il y a vraiment une effervescence sur ce secteur-là. Et donc, je m'attendais à un graphe beaucoup moins stable. Donc peut-être que je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous parlez de celui-là ou de celui-là, ouais. C'est celui que je regarde, ouais, absolument. D'accord. Alors, en haut à droite, en fait. Oui, lui, c'était juste pour illustrer un peu les limites des données DVF qui sont en accès ouvert en total, parce que justement, elles ne permettent pas de discriminer dans l'activité ce qui relève des bureaux, du commerce ou de la logistique. Donc, c'était juste pour avoir une idée un peu visuelle du nombre de transactions. Et un peu, mais à titre de comparaison, mais moi ce que j'utilise, c'est les données DV3F qui justement permettent de distinguer entre, donc c'est le slide d'après là, entre les bureaux en rouge, la logistique, et donc on voit quand même un effet de la logistique. Après, là c'est très brut, c'est-à-dire que si on regarde plus dans le détail, dans les entrepôts, il y a les entrepôts à ciel ouvert, il y a les entrepôts couverts, donc Oui. on pourrait regarder plus en détail. Pareil pour le retail, j'imagine, puisque le Oui, retail, pareil pour le retail. d'immeubles, etc. Donc, Voilà. Donc, ok. pareil, là, j'ai fait ça de manière très agrégée, mais on pourrait regarder plus dans le détail. Et effectivement, je pense qu'il y aurait un effet sur
entre les centres commerciaux, enfin, en effet, un peu entre les centres commerciaux et les pieds d'immeubles dans les zones fréquentées. Enfin, je pense qu'il y a des. Enfin, je le sais, D'accord. j'ai pas regardé. Donc, Mon point, en fait, c'est que ce que vous montrez, c'est un élément d'information très, très global. Et puis après, effectivement, si on se concentre sur l'immobilier commercial, les tendances sont quand même très différentes. Donc, je pense qu'il faut après aller un peu plus dans le détail. Puisque voilà. la conférence, en fait, se centre sur cet aspect-là, cette classe d'actifs, enfin, ce type d'immobilier. Je pense que c'est intéressant. Oui, Enfin, ouais, peut-être mais que c'est l'objet vous avez raison, Monsieur présentations. Lacombe, mais vous des avez biens. raison, Monsieur Lacombe, mais l'un des objets de cette réunion, c'est aussi de montrer que nous travaillons sur des données qui sont très très limitées. Et l'un des aspects de cette réunion, c'est de montrer on peut avoir effectivement énormément d'ambition en termes de résultats et de volonté de compréhension, mais le fait est que les données disponibles restent quand même assez peu documentées. Ouais. Donc, on a aussi une volonté de sensibiliser peut-être les acteurs de marché qui ont peut-être des informations plus fines, plus développées, nous aider également à aller au-delà de ce qui est disponible. Donc, effectivement, si on montre que ce qui est disponible manque de précision ou manque de détails, c'est aussi une façon de montrer que on fait au mieux avec peut-être des datas qui ne sont pas suffisamment fines. Donc, c'est aussi une façon de mobiliser les uns les autres, Ouais. qui Non, mais peut-être j'ai bien possèdent des choses. compris. C'est ça, Je vois. c'est ça l'idée. Hein. C'est très intéressant pour moi aussi de voir cet aspect-là. C'est peut-être aussi, vous me faites un retour à l'envoyeur. C'est bien. L'idée, c'est qu'on est ouvert. On est ouvert et que s'il y Ok. en a parmi vous qui considèrent qu'ils ont des données de qualité supérieure, évidemment que dans Refine, on serait hyper content de vous accueillir et travailler main dans la main avec vous, quoi. Parce que évidemment, on voit bien que même des chercheurs hyper pointus peuvent avoir du mal à avoir de l'information que vous, professionnels, vous avez l'air de détenir et de développer et d'exploiter, quoi. Donc nous, si on peut faire de la recherche publique là-dessus, on est complètement ouvert. C'est ça le message en quelque sorte. Merci Voilà, beaucoup. je vous en prie, on a pris pas mal de temps, mais c'était une vraie présentation hyper intéressante avec énormément de questions. Merci à tous pour vos interactions. Je propose à Antoine de charger sa présentation. Et Étienne, je veux bien que tu libères le partage d'écran, s'il te plaît. Antoine Non, Auchard c'est de bon. Snapkey. On a pris un peu de retard, mais c'est pas très grave. On va rattraper tout ça. Antoine, également sur DVF. Tu as la parole. Vas-y. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs de me donner l'opportunité de parler de mon travail chez Snapkey. Donc, je suis le responsable Data Science, que j'ai rejoint l'entreprise il y a à peine 3 mois. Et donc, je vais vous présenter le travail que j'ai commencé à faire autour de ces problématiques de données. Donc, tout d'abord, un petit mot sur Snapkey. Snapkey, c'est une agence immobilière. Donc, nous possédons la carte T, on peut servir d'intermédiaire pour les transactions. Mais c'est une agence immobilière nouvelle génération, donc qui s'inscrit dans cette dynamique de l'utilisation des outils digitaux. Donc l'entreprise a été créée il y a 2 ans par Émilie Vial, qui est parti du constat d'une part qu'il y avait une vacance très élevée des zones, enfin des surfaces commerciales et une évolution des usages, donc le besoin croissant de locaux d'activité et de locaux de logistique, un changement d'usage des bureaux, donc toutes ces tendances. Enfin, ce constat qui avait été fait avant la période Covid a été renforcé justement par la pandémie. L'entreprise est aussi née du constat que les transactions en immobilier commerciaux étaient opaques, longs et coûteux. Donc, avec très peu de données sur le marché en temps réel, très peu de suivi de commercialisation. Et donc, la réponse qu'apporte Snapkey est basée essentiellement sur un pilotage digital qui permet de régler ce problème d'opacité
de redonner de la visibilité au marché et également d'améliorer le dialogue entre les preneurs et les propriétaires. Et de ce pilotage digital découle des transactions plus rapides, puisque les personnes de Snapkey peuvent se concentrer sur les tâches vraiment qualitatives et puis accessoirement aussi d'avoir des coûts très raisonnables. Donc un dernier mot sur Snapkey que j'ai peut-être pas précisé. On est spécialisé uniquement dans les locaux professionnels et commerciaux. Donc on travaille sur les 3 verticales, bureau, commerce et entrepôts locaux d'activité, avec des surfaces qui vont de 20 000 à 32 000 mètres carrés. Également, on s'occupe de tout type de transactions, donc, location, cession de murs, cession de fonds de commerce, porte-bail, etc. Donc, sans transition, je vais parler de l'innovation digitale Snapkey. Donc, cette innovation, elle s'articule autour de 2 piliers. Qui sont d'une part le pilotage digital des transactions et d'autre part le développement d'outils digitaux pour la compréhension du marché. Donc le pilotage digital des transactions, ça permet bien évidemment d'améliorer la qualité du service. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est essentiellement parce que ça nous permet aussi de constituer des bases de données à la fois côté preneur et côté utilisateur. Donc je vais en dire quelques mots. Le deuxième pilier, c'est le développement d'outils digitaux avec, dans un premier temps, travailler sur les prix de l'immobilier commercial et dans un second temps, en s'appuyant sur ce travail sur les prix de l'immobilier, construire un estimateur de la valeur d'un actif, donc à la fois à la vente et à la location. En ce qui concerne le pilotage digital, on travaille à la fois côté propriétaire et côté preneur. Donc côté propriétaire, on a des annonces très détaillées qui permettent de récolter des informations très exhaustives sur tous les actifs dont on a le mandat. On peut capter des aspects techniques, juridiques, fiscaux. Également, on enrichit toutes ces annonces de données contextuelles, donc qui vont servir à qualifier la qualité de l'emplacement du local. Donc ces données sont de type POI, les points d'intérêt. Donc on référence tous les transports qui sont à proximité. Également la présence des locaux d'enseignement, des écoles, des lycées, de tout ce qui est restauration, bar, etc. Et également, on fait un gros travail sur la qualification du mix merchandising à proximité. Il y a tout un travail sur les typologies de commerce et d'enseignes. Donc ça peut être à la fois utile pour pouvoir déterminer la qualité d'un emplacement et puis plus particulièrement pour les locaux commerciaux, d'évaluer la pertinence de telle ou telle activité. Et donc en plus de ces données POI, on ajoute également des données de trafic, trafic piétonnier au point GPS, qui toujours dans l'idée donc d'une part de bien qualifier l'annonce et puis plus tard pour que ça puisse nous servir dans le travail d'estimation. Donc ça c'est le pilotage digital côté propriétaire. Ensuite côté utilisateur, on récupère aussi les schémas directeurs donc des utilisateurs, un utilisateur étant soit un locataire, soit un acquéreur.
donc qui nous partage son cahier des charges, c'est-à-dire le type de bien qui l'intéresse, le type de transaction, le ou les emplacements qu'il recherche, les surfaces, les contraintes techniques, et tout ça, ça nous permet donc déjà d'avoir une visibilité sur la demande, et également ensuite de faire un matching efficace entre ce cahier des charges et les locaux dont on a le mandat. Donc ça, c'était en ce qui concerne le pilotage digital et la construction d'une base de données qui sera à terme très utile. Mais le travail qui m'a surtout occupé depuis mon arrivée, c'est le développement d'outils digitaux, et donc en particulier le prix de l'immobilier professionnel. Donc pour ça, j'utilise principalement deux sources de données. L'ADVF, qui a été bien expliqué lors de la présentation précédente, et les données des sites d'annonces. Donc juste pour faire un petit rappel, l'ADVF, c'est la liste de toutes les valeurs des transactions. Donc pour tout type de transactions immobilières, à la fois résidentielles et commerciales. Donc ça permet une connaissance exacte de la valeur des transactions. Le problème étant que il y a un petit décalage dans le temps, donc elles sont récoltées tous les 6 mois et puis on les récupère 4 mois après, donc il y a effectivement un peu moins d'une année avant d'avoir des données à jour. L'autre source de données, donc ce sont les sites d'annonces. Donc là, ce n'est pas les valeurs effectives des transactions, mais des valeurs affichées à la vente ou à la location. Par contre, ça permet un accès en temps réel au marché de l'immobilier. Et donc de ce point de vue-là, c'est très intéressant, notamment pour repérer les dynamiques. Donc en ce qui concerne plus particulièrement le travail sur la DVF, comme on l'a vu précédemment, le problème de la DVF, c'est que tous les locaux commerciaux sont rangés dans une seule catégorie. Il n'y a pas la possibilité de faire la distinction entre bureaux, locaux commerciaux, entrepôts, locaux d'activité, etc. Et n'étant pas affilié à un organisme institutionnel, un centre de recherche ou un service de l'État, en tant qu'entreprise privée, nous n'avons pas accès aux fichiers fonciers et donc à la DV3F qui permet de catégoriser les locaux commerciaux. Donc une grosse partie de mon travail, ça a été de travailler sur cette segmentation des locaux professionnels, de les ranger dans 3 catégories, bureaux, commerce, locaux d'activité. En croisant la DVF avec d'autres sources de données pour essayer à partir d'une adresse d'en déduire le type d'activité. Donc le travail est encore en cours, mais on a déjà de bons résultats et on a une part importante des données DVF qu'on arrive déjà à catégoriser. Et donc en guise de teaser, je vous montre juste des petits graphiques qui nous permettent de voir la proportion de transactions en fonction des typologies. Donc ça, c'est au niveau de toute la France en 2020. Et puis, juste un petit histogramme des prix moyens au mètre carré, toujours en 2020. Également, comme la DVF est géolocalisée, on peut produire ce genre d'études où là, on voit l'évolution du prix moyen au mètre carré par département pour les bureaux entre 2019 et 2020. Donc vous voyez également qu'il y a certaines données qui sont manquantes. Ça, c'est soit qu'il n'y a pas assez de transactions ou qu'on n'a pas réussi à totalement catégoriser
les transactions qui apparaissent dans la DVF, mais on constate que... Est-ce que oui. vous avez d'autres commentaires de la part des membres du CA à ce stade? Tout a été extrêmement clair. De notre... Allô? Poursuis Antoine, poursuis Antoine. Oui, ok. Donc oui, donc je disais que l'emplacement des données manquantes se situe quand même dans des zones où on s'attend à ce que le marché des bureaux ne soit pas très intense. Donc ça c'était en ce qui concerne le travail sur la DVF. L'autre travail qui est en cours, c'est le travail de récolte des données qu'on trouve sur les sites d'annonces. Donc, nous sommes en train de récupérer les données sur les principaux sites d'annonces. Et ensuite, donc, il y a tout un travail de traitement de ces données et d'identification des doublons. Donc, à la fois pour le même site d'annonce et entre les différents sites d'annonce. Donc, à l'intérieur d'un site d'annonce, certaines annonces seront publiées. Et donc, ce travail permet de suivre le temps de commercialisation, l'évolution des prix, etc. Donc là, l'objectif en scrapant les données des principaux sites d'annonce, c'est d'avoir une connaissance temps réel du marché et également de suivre l'évolution à court terme. Donc connaître le stock commercialisé à un instant T, donc suivre l'évolution des prix, donc en observant également le temps de publication des annonces, d'estimer le temps de commercialisation, également de connaître la part de marché des différents acteurs. Et donc à terme, c'est aussi de pouvoir comparer les prix affichés sur ces sites d'annonces aux valeurs qui sont déclarées dans la DVF pour éventuellement affiner les modèles d'estimation à la vente ou à la location. Donc voilà, encore en guise de teaser, je vous montre quelques graphiques. Donc ça, c'est pour le mois dernier, la proportion par typologie d'actifs à la location, donc toujours sur toute la France, et un histogramme des prix. Donc là, je ne l'ai pas précisé, mais contrairement à la DVF, pour les sites d'annonce, on n'a pas de problème pour la distinction de tous les locaux. Voilà, on sait très bien catégoriser le type la typologie du local. Et donc le dernier travail qui vient à peine de débuter, c'est ensuite de s'appuyer sur cette connaissance des prix du marché pour pouvoir construire un estimateur de la valeur d'un actif. Donc, en utilisant toutes les données des prix, les données de prix, de la valeur des transactions, de la valeur affichée à la location ou à la vente, et de croiser donc ces données avec des données, comment dire, de qualité interne des bâtis, c'est-à-dire le type de construction, la hauteur éventuellement, l'âge du bâti, et également d'incorporer, de prendre en compte les données de contextualisation grâce aux points d'intérêt et aux données de trafic qu'on aura récupérées. Et pour conclure sur quelque chose de totalement différent, j'aimerais juste faire un petit clin d'œil à une initiative, la Snap Gallery, qu'on va bientôt mettre en place à Port-le-Quette pour la première fois, qui consiste à habiller les vitrines vacantes
des commerces dont on a le mandat pour créer du lien social et embellir les coques vacantes. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à prendre vos questions. Merci Antoine pour ta présentation. J'ai une question d'Alexandre Coulondre. Alexandre. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette présentation extrêmement intéressante. Donc, moi, je suis Alexandre Coulondre, je suis chercheur, mais je suis aussi, j'interviens aussi dans la fondation Lifty, donc qui a pour vocation de réunir les usagers de l'open data de la donnée foncière et immobilière. Et on organise nos discussions en fonction d'ateliers thématiques sur différents sujets. Et on avait un atelier justement sur ces derniers mois concernant la qualification et les méthodes qui permettent de requalifier tous les segments du marché de l'immobilier d'entreprise à partir de DVF, qui, comme on l'a rappelé, est une donnée relativement pauvre en termes d'analyse de ces segments. Donc, c'est plutôt une demande de discussion méthodologique sur les méthodes qui ont été employées par Snapkey pour justement, à partir d'une simple catégorie dans DVF, qui est locaux d'activité, comment ils sont parvenus à distinguer différents sous-segments, voilà, pour initier une discussion méthodologique sur ce sujet. Et merci encore pour la présentation. Merci Alexandre. Antoine. Oui, alors disons que je n'ai pas envie de trop entrer dans les détails, mais en gros, donc la DVF, on a les transactions sont géolocalisées, on a une adresse très précise, et en gros, à partir d'une adresse, on récupère des données sur tous les établissements qui sont répertoriés à cette adresse. Et à partir de la nature de l'établissement, on peut en déduire le type la typologie du bien dont il s'agit. On va travailler également sur le croisement de la DVF avec les bases de données de l'ADEME sur la DPE, qui pourrait également nous donner pas mal d'infos sur les bâtiments. Merci. Merci Antoine. Jean-Charles, une question? Oui, merci pour cette présentation. En l'occurrence, oui, j'avais deux questions, remarques. La première, c'est effectivement le suivi que vous faites des marchés immobiliers à partir des données qui figurent sur les sites. Ça nous intéresse parce qu'en fait, on a fait un peu le même genre d'exercice. Alors, on ne l'a pas fait pour la France, on l'a fait pour le Royaume-Uni et plutôt pour l'immobilier résidentiel, mais on avait aussi chargé des données commerciales en scrapant les principaux sites immobiliers du Royaume-Uni, ce qui a permis au passage de capter le phénomène de confinement et regarder un peu l'effondrement des transactions pendant cette période. Donc, c'est vrai que ce que vous avez signalé, comme quoi ça permettait de capter la dynamique, c'était intéressant parce que en fait, c'est complémentaire de ce qu'on peut avoir sur la transaction. Malgré tout, on a essayé quand même de comparer les données postées avec les données transactées en appariant, parce que le Royaume-Uni, les données de transactions sont publiées, donc avec retard, mais elles sont quand même publiées. Par contre, il y a un enjeu pour matcher, parce que évidemment, le descriptif dans les offres n'est pas forcément exactement le même que celui qui est indiqué pour les transactions. Et dans ce cas-là, on a eu recours à un algorithme de matching avec les plus proches voisins, avec de la géolocalisation. Mais peut-être qu'il y a des choses peut-être plus malines à faire. Mais en l'occurrence, c'est vrai qu'on n'a pas la même adresse, on n'a pas un même identifiant pour un bien. On en est un peu réduit à faire ce genre de choses pour matcher. Alors, est-ce que vous avez éventuellement d'autres idées pour la France? Et par ailleurs, sinon, je signale aussi que dans le cadre de Refine, on travaille sur justement l'immobilier commercial, ce coup-ci, sur les données scrappées. Pour là aussi, alors construire des rendements, on scrape les loyers et les prix. Évidemment, ça va être pour des biens différents, parce qu'en général, un bien n'est pas loué et à vendre en même temps, mais bon, dans une même zone géographique, on va dire, pour reconstruire des rendements. Et est-ce que vous avez une idée de l'écart, on va dire, entre le prix posté et le prix transacté pour les bureaux, parce qu'on se focalise sur un bureau, est-ce qu'il est plutôt comparable à ce qui peut être pour le résidentiel, ou plus élevé ou moins élevé? Enfin, est-ce qu'on fait une grosse erreur en prenant les prix postés, scrappés pour le commercial, et cette erreur, est-ce qu'elle est plus ou moins importante par rapport au résidentiel?
Ah, merci. Donc, je serais intéressé par votre éclairage sur ces deux points. Donc, le matching et puis l'écart qu'il y a entre les prix postés et transactés pour le commercial. Merci. Une difficulté supplémentaire, Antoine, 1 minute, moins d'1 minute, s'il te plaît, pour la réponse. Parce Ok. que, Oui, bah non, je vais pouvoir répondre très rapidement. C'est un travail que je ne peux pas encore faire, tout simplement parce que on a commencé à scraper les données très récemment. Et donc, il n'y a pas de recouvrement entre les données DVF et les données scrapées. Donc, c'est pas quelque chose, c'est un travail que je ferai dans quelques mois. D'accord, ok, mais je serais intéressé. Mais effectivement, c'est un problème auquel j'ai pensé et auquel enfin, voilà, on est tous dans le même bateau. Oui, ok. Et pour le matching, vous avez parlé de géolocalisation, vous avez d'autres idées que celle-là? Parce qu'il y avait éventuellement la liste textuelle pour regarder le descriptif des offres, mais bon. Oui, non, de ce point de vue-là, il n'y a pas de... On n'a pas encore trop avancé non plus. Ouais, ok. Donc, ça conforte effectivement le fait d'avoir votre retour aussi. Ok, merci bien. Ouais, je vous en prie. Merci Antoine, merci Jean-Charles pour tes questions. Si je n'ai pas d'autres interventions, je veux bien donner la parole à Paul. Oui. Paul Andriot. Je vois qu'il y a une petite question. Ouais, alors je te laisse installer ta presse, Paul, et je vais donner la parole à... Allez-y, je vous en prie, hein. Pierre-Christophe, allez-y. Pierre Deluc, allez-y. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, je vous en prie, allez-y, oui. Bonjour, Pierre-Christophe de Fenech France. J'avais une première petite question concernant la présentation, et merci, elle est très claire. Sur l'estimation de la valeur d'un actif, vous parlez du coup de croiser les données DVF avec les données qualité interne du bâtiment. Quelle est la méthode utilisée finalement du coup pour arriver à avoir une donnée approximative en fait de la valeur du coup du bien? Oui, alors là, encore une fois, on est encore dans la consolidation des données. On n'a pas encore travaillé sur un modèle précisément, mais en ce qui concerne donc pour récupérer la qualité des bâtiments, ça va se faire avec le croisement, avec les données sur les DPE fournis par l'ADEME. Ok, d'accord. Mais du coup, vous n'avez pas non plus à l'horizon la méthodologie que vous allez appliquer en fait pour l'estimation. Je ne sais pas par quels outils en fait, par quels outils vous allez passer en fait pour arriver à cette estimation plus tard, même après avoir collecté les données. Non, ça je peux pas encore répondre à cette question. D'accord. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci. Du coup, on enchaîne, si vous voulez bien, sur l'intervention de Paul. Paul, je vois bien ta présentation. Est-ce que tu veux bien passer en plein écran, s'il te plaît? Oui. Et après... Absolument. Alors, est-ce que le son est bon pour vous? Oui, parfait. Et vous voyez bien la présentation, donc hein? Vas-y. Bon, mais tout d'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour toutes les interventions qui ont été déjà proposées. C'était extrêmement intéressant. Je reconnais des outils, des tricks, des techniques statistiques auxquelles nous aussi on est habitués. Donc effectivement, c'est extrêmement intéressant de les partager. Moi, je vais vous parler essentiellement aujourd'hui des questions de mesure de la qualité perçue des immeubles comme un instrument d'analyse des marchés immobiliers. Je suis Paul Andriot, je suis doctorant à l'Université Paris-Dauphine en troisième année. Je suis sous la direction de Fabrice Larceneux et Arnaud Simon. Et parallèlement, je travaille avec une agence de notation qui est spécialisée dans l'évaluation de la qualité des biens immobiliers qui s'appelle RQR, Real Quality Rating. Dans le sommaire de l'agenda de cette présentation, qui va se découper en 3 principales parties, je vais d'abord vous parler de cette mesure de la qualité perçue des immeubles, qui est en soi une nouvelle source d'information à l'intention des managers immobiliers pour évaluer la qualité de leurs biens. Et ensuite, je vais vous parler d'une extension de cette étude où je vais décrypter avec vous le marché parisien à travers la notation d'un certain nombre d'adresses. Et enfin, dans une troisième partie, je vais vous
vous parler un petit peu plus de management urbain et voir comment une mesure de qualité pourrait être un instrument d'étude d'impact donc à destination du monde urbain. Tout d'abord, parlons de cette mesure de la qualité. Pourquoi nous sommes arrivés à la nécessité et à la volonté de travailler sur un indicateur qui permettrait d'évaluer la qualité des biens immobiliers. Et pour ça, je vais vous parler d'un contexte que vous connaissez à mon avis tous très bien. Et après, je vous parlerai un petit peu de la façon dont on s'y est pris pour construire la mesure. On sait que dans l'immobilier, les immeubles en général, les immeubles de bureaux, mais les immeubles en général sont des biens complexes à étudier parce qu'il y a de nombreuses caractéristiques à étudier, à analyser, à prendre en considération. On sait aussi qu'en immobilier, les informations sont difficiles à collecter. Les sources de données sont rares, éparses, souvent entre plusieurs mains. Et ce qu'on constate aussi, c'est que les propriétaires connaissent parfois mal leurs propres immeubles. Encore une fois, parce que l'information est diluée dans toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Et on se retrouve dans des situations d'opacité d'information et parfois même d'asymétrie d'information. L'asymétrie d'information, c'est quand une partie prenante dispose de plus d'informations qu'une autre dans le cadre d'une transaction, d'une location ou dans tout autre cas de figure. L'information publique aujourd'hui, celle qui est la plus facile à collecter, est celle relative à la localisation du bien. Elle est facilement collectable et puis elle est diffusée. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les actifs immobiliers sont des actifs relativement peu liquides, donc il y a peu de transactions et très rarement plusieurs transactions sur le même immeuble, du moins dans un horizon de temps suffisamment large. Et donc, pour des transactions qui sont peu fréquentes avec des immeubles qu'on connaît mal, on voit que certaines études empiriques arrivent à produire des résultats très satisfaisants, mais en immobilier commercial, ces études empiriques, on arrive à étudier peut-être un petit shift en fait, en termes de pouvoir prédictif. Et c'est un système qui encourage à reproduire les prix passés comme prédicteurs des prix futurs. Je ne vais pas m'étendre plus. Et donc, on engendre un certain nombre de conséquences avec un fonctionnement comme celui-ci. D'abord, on parle d'une relation prix-qualité et moins d'une relation qualité-prix. On se base, parce que les instruments actuels se basent sur les prix et non sur la qualité des biens. On arrive à des raisonnements un petit peu circulaires, puisqu'on va utiliser les prix passés pour déterminer la qualité des prix futurs, sachant que les prix passés sont eux-mêmes construits sur la base de transactions dont on connaît mal les différentes caractéristiques de l'immeuble. On a un manque réel d'informations sur les biens et l'existence de ce type d'initiative à laquelle nous participons aujourd'hui montre bien qu'on a besoin de créer de l'information en immobilier. Mais surtout, et c'est un point très important, c'est qu'on est sur des transactions relativement importantes. On est sur plusieurs dizaines de millions d'euros, des centaines de millions d'euros, et puis les portefeuilles, une fois agrégés, font plusieurs milliards d'euros. Donc on est sur un actif qui est visible, qui est physique, qui a une existence et qui va configurer la spatialité, la ville, l'urbain. Et encore une fois, quand on n'est pas capable, quand on ne peut pas évaluer l'impact sur la qualité des différentes composantes de l'immeuble, il sera difficile de mesurer efficacement l'impact des travaux que l'on pourrait mettre dans l'immeuble. Tout ça pour dire qu'il y a un réel besoin d'un signal de qualité pour les actifs immobiliers. Et c'est le point de départ de cette recherche. Et la première question qu'on s'est posée, c'est comment construire une mesure de la qualité des biens immobiliers? Sans trop rentrer dans les détails, parce que ce n'est peut-être pas le but de la conférence aujourd'hui, la première question a été de définir ce que c'était que la qualité. Et donc, à partir d'une revue de la littérature extensive, on a été en mesure de peindre une grille initiale qui nous permettait de définir les différents facteurs, les différentes dimensions d'un bien immobilier. Et cette grille, on l'a challengée avec des managers qui sont en position de décision dans le monde immobilier, et on a amélioré dans le cadre d'entretien semi-directif, dans le cadre de focus group, dans le cadre d'ateliers de travail, on a amélioré cette grille pour au final avoir une représentation de ce que c'est que la qualité d'un bien immobilier. Et donc cette grille, j'espère que vous voyez mon curseur, elle est sur la partie droite de cette présentation, de cette image. Quand on définit la qualité comme étant OMQV, qui est une mesure exprimée sur 1000 points, un score exprimé sur 1000 points, on arrive à décomposer cette mesure en 3 principales dimensions. La qualité des espaces de travail, la qualité de la structure bâtie, la qualité de la localisation. On parle d'une grille appliquée aux immeubles de bureaux ici.
Et puis, chacune de ces dimensions sont redécomposées en sous-dimensions, en thématiques de la qualité. Puis, chacune de ces sous-dimensions sont resubdivisées en composantes de la qualité, donc des fonctionnalités, en fait, des fonctionnalités attendues d'un immeuble. Et chacune de ces composantes sont redivisées en caractéristiques. Et ce qui fait la différence entre la partie droite de cette image et la partie gauche, donc OMQV, c'est qu'à droite, on est sur un niveau de granularité le plus fort possible. C'est-à-dire que ce sont des mesures directement observables sur un immeuble. On va chercher à capter la hauteur sous plafond, la présence de faux plafonds, de faux planchers, le bruit dans l'immeuble, la position de l'immeuble par rapport au transport en commun. Et donc, d'un côté, on a des caractéristiques très granulaires qui sont le bas de la pyramide que vous voyez sur la gauche de cette slide. Et elles sont aujourd'hui au nombre de 154 caractéristiques pour les immeubles de bureaux. Et puis, chacune de ces caractéristiques vont se réagréger pour constituer les fonctionnalités attendues d'un immeuble, les dimensions, enfin les sous-dimensions, les dimensions, et au final, le fameux score sur 1000. Mais avoir une grille, c'est bien, mais ce n'est que le début du travail, puisque on sait que on suppose que tous les items d'une grille ne contribuent pas de la même manière à ce qu'on définit par la qualité. Et donc, il va y avoir plusieurs autres étapes, au moins 3, qui vont avoir pour objectif d'inférer des poids dans cette grille, et donc la moduler en fonction des préférences des acteurs du marché. Et ce qui est très important, et ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce n'est pas moi, ou ce n'est pas nous qui décidons de ce que c'est que la qualité, c'est un panel d'acteurs. Donc, ce sont les parties prenantes dans la décision d'acquérir, de louer un bien immobilier qui vont définir ce que c'est que la qualité. Et en fait, nous, on a un apport extrêmement méthodologique dans ces travaux de recherche, c'est qu'on va chercher à canaliser dans un indicateur ce que le marché pense être un niveau de qualité pour des biens donnés. Et donc, il en résulte un score qui permet donc de rater les différents actifs. L'inférence des poids, sans être trop technique, on a deux approches. On a une première approche où on va chercher, en fait, en consultant un panel d'acteurs, on va leur demander d'évaluer des actifs fictifs en mettant entre leurs mains des immeubles, et on va leur demander d'évaluer la qualité de chacun de ces immeubles. Et puis, dans une autre approche, on va leur demander de pondérer les différents facteurs qu'on a identifiés dans la grille, en leur demandant d'estimer l'importance du ou des facteurs dans le niveau de qualité de l'immeuble. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'on a une sorte de petite valise qui représente 300-400 parties prenantes du marché immobilier. Et à chaque fois qu'on va évaluer un actif immobilier, en fait, c'est quelque part la vue de 300 parties prenantes, de 300 acteurs qui vont évaluer chaque fois indépendamment la qualité, puisque tout ça est agrégé dans un système statistique qui permet justement de partir des caractéristiques immeubles vers un score. Ceci étant dit, une fois qu'on a cette mesure en main, on va faire un travail de construction d'une mesure. Alors, à partir de maintenant, je ne vais parler que de la qualité de la localisation, pas de la structure bâtie. C'est très important pour l'interprétation des résultats qui vont venir. Et en fait, on a fait un travail de généralisation de la note de localisation à travers la métropole du Grand Paris et à travers la région Île-de-France. Je vous présente des éléments, à mon avis, que vous maîtrisez très bien, puisque je vous présente une cartographie qui est le découpage hémostat des marchés de bureaux dans la métropole parisienne. Sans trop rentrer dans les détails, on a le quartier central des affaires, que vous connaissez bien, et puis des places structurantes, des sous-marchés structurants comme la Défense, le HQCA, la boucle sud. L'idée de cette cartographie, c'est de montrer la prépondérance en stock immobilier de deux zones particulières par rapport au stock global. Pardonnez-moi si mes chiffres ne sont pas forcément à 100% actualisés, hein, vous pourrez me corriger si ce n'est pas exactement ça, mais ce sont des chiffres de stock que j'avais pu récupérer il y a quelques mois. Donc, quand on parle de la qualité de la localisation, maintenant, on entend trois principales sous-dimensions. Tout d'abord, la qualité de l'accès à l'immeuble, la qualité de l'environnement immédiat et la qualité du quartier. Chacune de ces trois sous-dimensions se décompose en composantes, en fonctionnalités attendues de l'immeuble, et ce sont les différents cercles qui sont sur la droite. Au travers de ces
ces cercles, on va retrouver 31 caractéristiques tangibles qu'on va pouvoir observer et étudier. Si je prends un exemple pour vous illustrer la qualité de la localisation, on va prendre le premier, la proximité de l'immeuble aux infrastructures de transport public. Qu'est-ce qu'on entend par la proximité au transport public? C'est le temps de marche à pied à la première station de métro ou à la première station de transport en public. Le positionnement de l'actif par rapport à un hub de transport en commun, la distance par rapport aux gares nationales. La distance par rapport aux aéroports. Voilà. Et en répétant cet exercice-là, on a 31 caractéristiques à observer. Maintenant, quand on arrive sur la cartographie, la représentation graphique de la note de la localisation à l'échelle métropolitaine, qu'est-ce qu'on observe? Alors, on observe déjà une diffusion spatiale de la note, et puis j'ai superposé les contours des marchés Imostat. Donc, le premier élément qu'on retient, c'est que cette mesure de qualité, elle est indépendante aujourd'hui des facteurs des prix immobiliers. Il n'y a pas de variable prix qui permet de prédire la note de localisation. Et on arrive quand même, avec une notation indépendante des éléments de marché, à avoir une reconstitution de ce que les acteurs, enfin, ce vers quoi les acteurs convergent en termes d'attendu de qualité. Ce qu'on remarque, c'est un point central, donc le quartier central des affaires, qui est un quartier où la note de la qualité de localisation est le plus élevée, en rouge. Et puis, on aperçoit un effet radial très présent, un gradient très présent, parce que plus on s'éloigne du centre de la métropole, et plus le niveau de qualité de la localisation baisse, représenté en couleur verte sur cette cartographie. On voit des petites incursions, des petites taches de couleur dans la périphérie parisienne. Ça montre bien que la densité du tissu bâti va, à certains endroits, produire un peu plus de désirabilité locale. Mais il n'empêche, voilà, on arrive à avoir le centre fort, la première couronne, très, très attractive, et puis le reste de la métropole. Maintenant, et je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus, faisons un petit focus sur le centre de Paris. Donc toujours, c'est la note de localisation, ce n'est pas le bâtiment. Et on remarque, encore une fois, donc le centre, le quartier central des affaires, avec les notes de localisation les plus élevées, la zone de la Défense avec des zones très désirables, et puis le Valois, Boulogne-Billancourt, avec des notes de localisation là aussi relativement élevées. On remarque aussi un effet des grands axes, quand on prend le boulevard Saint-Germain par exemple, ou du côté de Châtelet-Les Halles. C'est en partie dû à la densité d'aménités, de services, à la taille des axes, qui permettrait une circulation peut-être plus fluide. Donc voilà, on remarque cet effet-là. Et ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est qu'il y a le quartier central des affaires, mais aussi on voit des incursions, des petits pôles, qui ne sont pas dans le quartier central des affaires, qui produisent un tissu local au moins aussi désirable que le centre de Paris. Voilà pour la présentation donc, sur la cartographie de la note de localisation à l'échelle métropolitaine. Et la dernière partie de cette présentation, qui portera donc sur une étude d'impact, plutôt à l'intention des managers urbains, qui va permettre de quantifier les travaux de la métropole du Grand Paris sur la note de localisation immobilière. Et donc le point de départ de ce troisième travail de recherche était le suivant: comment une mesure de la qualité perçue de l'immobilier permettrait-elle aux managers urbains de programmer efficacement les projets d'aménagement du territoire? Ce que l'on sait et ce qu'on observe dans la littérature, c'est que la ville est un espace du territoire artificialisé par du bâti qui est densément occupé par des populations qui y vivent et qui y travaillent. La ville rassemble une diversité de réalités matérielles et immatérielles. Et pour se saisir de cette réalité, les urbanistes et les managers urbains ont fait du diagnostic territorial une étape fondamentale afin de programmer efficacement les projets d'aménagement urbain. Puisque un des instruments du manager territorial, c'est d'étudier l'existant pour programmer le futur. Et la programmation du futur passe aujourd'hui par des documents stratégiques et des documents opérationnels. Et donc, ce qu'on cherche à apporter comme réponse dans ce dernier travail, c'est comment être capable de mesurer l'impact des travaux de la métropole du Grand Paris sur la perception de la qualité au niveau local. Quelques petits disclaimers dans la suite de cette présentation. Déjà, ce sont des travaux en cours de construction, et surtout, ce sont des travaux qui portent sur
les travaux arrêtés de la métropole du Grand Paris. Donc, c'est le dernier rapport qui fait état de tous les travaux. C'est celui sur lequel nous nous sommes basés. On ne tiendra pas compte des ajustements à venir et qui sont déjà en cours. Hein. Il y a quelques articles justement de presse qui sortent depuis très récemment dans la presse qui disent qu'il va y avoir un retravail de ces périmètres, un retravail certainement de certaines ambitions. Tout ça, on ne peut pas encore le prendre en compte, donc considérez que ce que je vais vous présenter par la suite, c'est ce qui est arrêté à aujourd'hui. Le territoire de la métropole du Grand Paris, c'est celui-ci. Vous devez le connaître précisément. C'est une cartographie qui est peut-être un petit peu ancienne, mais il me semble qu'elle n'a pas bougé. Le contour de la MGP n'a pas bougé depuis. Et donc, pour projeter et mesurer l'impact des travaux du Grand Paris sur la désirabilité locale du marché bureau, on a eu une approche en scénario d'estimation. Donc, sur la partie droite, vous avez la représentation cartographique de celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, c'est les notes aujourd'hui, en 2020, les notes de localisation à l'échelle métropolitaine. Et en fait, pour projeter les travaux d'aménagement, on va avoir 3 scénarios, on a constitué 3 scénarios possibles qui vont impacter la désirabilité locale. Le premier scénario qu'on appelle le best case, c'est dans le cadre où, c'est dans l'hypothèse où les travaux se sont réalisés selon les plans et que le tissu urbain a été impacté durablement. Ça veut dire qu'il y a une transformation du tissu urbain qui va être conservé et amélioré par rapport aux ambitions initiales. L'expected case, qui est le deuxième scénario envisagé, c'est que les travaux d'aménagement ont eu un effet bénéfique sur la métropole, tout en la maintenant dans un état stationnaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on fait ce type d'aménagement et de construction d'infrastructures, c'est pour attirer plus de personnes ou répondre à une demande qui est déjà en place, être capable d'améliorer le cadre de vie donc des habitants et des nouveaux arrivants. Et donc, dans ce deuxième scénario, on va avoir un effet stationnaire, c'est-à-dire qu'on arrive à maintenir l'état actuel de la désirabilité locale. Et puis, un troisième scénario dans lequel on sait que les travaux d'aménagement entraînent des effets non désirables et non maîtrisés, et on va en fait mettre une configuration spécifique en jouant sur des curseurs de données, dans lequel il faut être capable d'être conscient des collatéraux que l'on va entraîner quand on va faire ces projets d'aménagement. Et passons donc aux représentations cartographiques. Alors, cette fois-ci, je ne vous présente pas une intensité de notation, donc ce ne sont pas des notes sur 20 que je vous présente, mais c'est un écart entre la note 2020 et la note 2050. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que la majorité des points qui sont au centre de Paris, qui sont plutôt en vert pâle ou jaune pâle, correspond au centre zéro. Ça veut dire que dans cet endroit-là, la qualité de la localisation ne va pas foncièrement augmenter ou foncièrement baisser. Et ça s'explique parce que le centre de Paris est déjà très bien pourvu d'accessibilité, d'aménités. Donc le centre de Paris, quelque part, va rester le centre de Paris. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est plutôt ce qui se passe en première couronne. Et on voit qu'en première couronne, donc toute la bande orangée, c'est une progression de la note, une augmentation de la note de la qualité de la localisation. Et donc on voit très bien l'effet gare et l'effet projet d'aménagement. Le deuxième cas, dans le cas attendu, on voit qu'on arrive à maintenir de manière stationnaire l'intégralité de la métropole du Grand Paris. Et c'est plutôt intéressant puisqu'on va transformer le tissu pour accueillir de nouveaux arrivants et on arrive à leur produire un tissu au moins aussi qualitatif. Et le dernier cas, le dernier scénario, donc le worst case, petite précision dans le cas d'avant, pardon, on le voit peut-être pas très bien parce qu'il faudrait zoomer sur les quartiers de gare, mais ce que l'on observe, c'est que dans la bande des 500 mètres autour des quartiers de gare et la bande des 800 mètres plutôt, donc les quartiers qui sont impactés, il y a une augmentation quand même de la note de la localisation. On le voit très faiblement dans la partie sud, une incursion en point rouge, en point orange. Donc ça veut dire quand même autour des quartiers de gare, on arrive à produire de l'utilité supplémentaire. Et maintenant, j'en viens au dernier cas. Quand on construit des projets d'aménagement, tout urbaniste sait que
la production de cadres bâtis va avoir des effets collatéraux. Et ces effets collatéraux, ça peut être une augmentation du trafic, une augmentation de la pollution immédiatement. Et ce qu'on observe dans l'estimation, dans le cas le moins favorable, c'est qu'on va avoir des effets collatéraux autour des quartiers de gare. Pas forcément au centre des quartiers de gare, donc cette fameuse bande des 800 mètres, où on va augmenter la désirabilité locale, mais en répercussion, si on ne travaille pas le reste du tissu, on peut produire de la désutilité. Je vois que j'ai dépassé le temps de cette présentation, donc je vais m'arrêter là. Je vous ai dit les points essentiels et j'espère que Tu as ça commencé quelques minutes intéressé. après. Tu peux prendre 3 minutes pour conclure. Il n'y a aucun problème, Paul. Si je t'arrête pas, c'est que ça va. Tu as commencé en retard. Tu peux prendre 3 minutes pour synthétiser et boucler. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, merci Kevin. Donc l'idée de cette mesure de qualité et les points les plus importants qu'il faut retenir, c'est que c'est une mesure donc indépendante des parties prenantes. Donc ce sont les parties prenantes qui définissent ce que c'est que la qualité. Et la projection spatiale de cette mesure permet de révéler en fait une construction spatiale qui est à la fois confirmée par les indicateurs de marché qui sont le regroupement des secteurs Imostat. Donc ça veut dire que l'intuition et la façon de travailler aujourd'hui des acteurs dans l'immobilier est confirmée par ce type de mesure. Donc c'est bon. Déjà, c'est un bon indicateur pour nous pour dire que cette mesure-là est intéressante parce qu'elle converge vers ce que les acteurs pensent. Et puis surtout, ça permet de dire qu'on arrive à avoir des points de superposition. Et l'avantage de cette mesure, c'est qu'une fois qu'elle est généralisée, elle permet à la fois d'avoir une précision locale et aussi une précision macro, puisqu'on arrive à avoir une photographie générale de la métropole. Voilà, merci pour votre attention. Merci Paul. On va prendre directement une question de Chotia Epsen. Oui, merci. Et merci Paul pour cette présentation. J'avais 2 questions très rapides. La première sur l'évolution, donc sur la prospective à 2050. Mis à part donc, les évolutions de l'infrastructure au niveau du Grand Paris, avez-vous pris en compte des évolutions technologiques et ou réglementaires, et notamment avez-vous modélisé l'impact d'une piétonisation, par exemple, de la ville de Paris jusqu'au périphérique? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, sur comment dire, la construction des notes de localisation via l'interrogation de votre panel de professionnels. Comment faites-vous pour éliminer le biais de confirmation de ces gens qui vont avoir tendance, peut-être consciemment ou inconsciemment, à finalement revalider les prix qu'ils connaissent en les associant, encore une fois, consciemment ou inconsciemment, à une localisation? Ah oui, d'accord. Donc 2 questions très intéressantes. Donc pour la première, pour être très clair, on ne prend que des éléments qui sont arrêtés. Donc pas d'évolution réglementaire, c'est l'état actuel à la fois des travaux, à la fois de la perception de la qualité, sans faire d'hypothèse sur des évolutions non aujourd'hui réalisées. Et ça met en fait en tension peut-être une sous-question qui est: on considère aujourd'hui la projection que je vais présenter avec l'œil de 2020. Donc l'œil de 2050 ne sera pas l'œil de 2020. Donc voilà, on fixe vraiment cette partie-là. Et de même pour les périmètres, ce sont les périmètres arrêtés. Donc on sait que ça va probablement changer, il faudrait refaire l'exercice au moment où ça va changer. Mais voilà, on ne prend que des données qui sont aujourd'hui arrêtées pour éviter d'avoir une amplitude trop large dans l'estimation ou la mesure d'impact. Est-ce que c'est clair pour la première question? Oui, très clair. D'accord. Et donc pour la question du biais de confirmation, et c'est tout à fait pertinent. Alors il faut se dire que cette mesure-là, elle est faite indépendamment des mesures de prix. Et quand on présente comment dire, on donne uniquement une critériologie qui est la nomenclature que je vous ai présentée tout à l'heure. Et donc c'est cette nomenclature qu'on évalue. Donc il n'y a pas de notion de prix, donc il n'y aura pas d'ancrage sur le prix. Et ensuite on demande aux panélistes donc avec des mesures quantitatives et qualitatives et certains redressements statistiques, et tout un travail statistique qui est refait derrière. Mais en fait, on leur demande d'exprimer en toute généralité leur point de vue. Par exemple,
comment évaluez-vous en toute généralité l'importance de la localisation dans la définition de la qualité d'un bien immobilier? Et donc là, on ne laisse pas de place, si vous voulez, à ce type de biais. De l'autre côté, quand on met entre les mains des actifs fictifs, ce sont des actifs fictifs qui sont sous contrôle, distribués sous contrôle, c'est-à-dire qu'on va faire varier, on va jouer sur des petites variations pour justement, à la fin, éviter que la personne se dise « Ah tiens, c'est un actif qui est dans le centre de Paris, donc c'est forcément un actif avec un prix élevé, donc si c'est un prix élevé, les caractéristiques sont forcément élevées. » Voilà. Est-ce que c'est plus clair pour la deuxième question? Oui, très clair. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Camille. Oui, j'ai encore une question. Alors, donc je m'excuse d'avance parce que c'est peut-être mon côté un peu théorique, on va dire, qui reprend le dessus, donc la question sera peut-être un peu large, mais bon, je la pose quand même. En gros, comment du coup vous faites le lien entre vos travaux et puis du coup tous les travaux un peu en économie géographique autour des économies d'agglomération, etc. Puisque là, du coup, ça fait bien ressortir que finalement la désirabilité, elle est au centre, quoi. On a bien cet effet, voilà, avec le rouge au centre. Et du coup, bah voilà, la question c'était plutôt ça. Est-ce que dans votre grille de questions, il y a des questions là-dessus ou c'est plutôt implicite? Comment on peut faire le lien en fait avec les économies d'agglomération? Oui, ça me parle beaucoup et je vois déjà, j'ai dans ma tête plusieurs questions qui pourraient en découler. Donc, encore une fois, les questions qui sont posées sont à chaque fois sur des petits critères pour, d'une part, alléger la charge du répondant, parce que donner des réponses sur 150 critères, c'est extrêmement difficile, donc on doit réduire le scope. Effectivement, sur les questions, là, on présente un travail qui montre qu'au final, le monocentrisme est extrêmement fort dans la métropole parisienne, et c'est tout à fait le cas. Par contre, si on faisait des zooms locaux, on voit qu'il y a des aspects polycentriques. Et donc, on va avoir des quartiers qui vont ressortir des uns et des autres. Et donc, il y a quelques améliorations, ou plutôt une poursuite de ces travaux à faire sur des indices de Morand, par exemple, sur des études de corrélogramme, pour voir comment se comporte d'un point de vue métropolitain la variation de la note. On est effectivement, on voit cet effet, ce pic au centre. Et quelle était la dernière partie de la question, pardon? Non, c'était une question assez large en fait, juste pour savoir si dans votre thèse, du coup, vous abordiez aussi justement toutes ces questions d'économie d'agglomération et tout ça, pour voir si ça avait, si vous y aviez, si ça avait une part importante dans vos travaux aussi ou pas spécialement. Je m'intéresse énormément aux constructions typomorphologiques, justement. Quels sont les tissus qui favorisent une attractivité locale, un gain de qualité? Donc, il y a des formes des patterns qui pourraient ressortir. Après, ça impliquerait de prendre un peu plus de hauteur parce que le pattern, et donc la forme typomorphologique, elle s'analyse dans un espace circonscrit. Et l'échelle métropolitaine fait qu'on doit raisonner un ensemble, en fait, un ensemble. Mais c'est effectivement des voies, des poursuites qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement riches. Merci beaucoup. D'accord, merci. Merci. Est-ce que nous avons des questions supplémentaires? On peut encore les prendre? Non? Ok, très bien. Bah, écoutez, parfait. Merci Paul. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous pour votre participation à ce webinaire Refine. Donc, vous le voyez, la question des données en immobilier commercial, de leur disponibilité et de leur traitement est encore un chantier particulièrement important. Merci à tous d'avoir joué le jeu pour qu'on en sache un peu plus sur les éléments, sur le reste à faire en quelque sorte. Vous serez tenus au courant des prochaines éditions de notre séminaire, certainement dans 4, 5 ou 6 mois en fonction de l'évolution de la situation. Donc je vous remercie d'avoir participé, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci Kevin. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.